Un voisin le voit, le reconnaît, va vers lui, le regarde et lui dit « Quand même, hein, monsieur Mouillat, hein, c'est moche la guerre, hein ?» Eh bien, il est tout saisi. Il n'y avait jamais pensé, Vincent. Et il a raison, le voisin. Alors Vincent regarde le voisin et répète « Ah oui, c'est vrai, c'est moche, la guerre. » Ce soir, donc, il y a ce beau spectacle avec notre ami Frédéric Chauffel qui va nous évoquer à sa façon le parcours de Mouliat, Vincent Mouliat, avec son Jean-Paul Gady, qui est le spécialiste des moyens techniques. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est moche, la guerre. Merci à vous. Merci de votre présence attentive. Et puis merci d'être nombreux, je trouve. Il reste plus que 6 places. Voilà, j'espère que cette histoire vous a intéressé, vous a peut-être surpris. Je ne sais pas, on peut en discuter, comme disait notre ami Jean-Paul tout à l'heure. Donc voilà, la discussion est ouverte, si vous le souhaitez, bien entendu. Merci beaucoup. Je vais demander à les quelques personnes qui représentent ce soir ces associations de venir ici. On pourra réagir un petit peu au spectacle. Aussi, Frédéric, je ne sais pas si vous voulez répondre à des questions, par exemple, de la salle, qui peuvent se poser. Oui, bah, la Libre Pensée, c'est la plus vieille association en France. Il y a eu des groupes de libre pensée très tôt, mais la constitution réellement de la fédération de la libre pensée au niveau national, c'est à l'issue des Trois Glorieuses, c'est-à-dire 1848. Et l'engagement qui a été pris pour les fusillés, pour l'exemple, est très vieille aussi. Réellement, le combat pour la réhabilitation collective, c'est ce qui fait un peu la particularité de la libre pensée, c'est que la libre pensée souhaite que les fusillés, pour l'exemple, soient réhabilités collectivement. Alors, le mouvement de la paix est né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport à l'état d'esprit qui régnait avant la Première Guerre mondiale, et puis des conséquences aussi après, qui s'est produit dans le pays. On se souvient que, enfin pour ceux qui sont attentifs à l'histoire, que avant la Première Guerre mondiale, tous les rassemblements, tous les congrès de la Deuxième Internationale se prononçaient contre la guerre. Mais une fois que la guerre a été déclarée, tous ces partis qui disaient avant non à la guerre, etc., ils se sont ralliés à leur propre bourgeoisie dans l'union sacrée pour la guerre. Il y a eu, pendant la guerre, en particulier dans l'année 1916,
Il y a eu, en France, il était demandé aux députés de voter à nouveau des crédits de guerre. Et à l'époque, il y a trois députés français, Pierre Brison, Jean-Pierre Raffin d'Ugence et Alexandre Blanc, qui se sont prononcés contre les crédits de guerre. C'était le cas aussi, en particulier en Allemagne, de Karl Liebknecht, qui s'est prononcé aussi au Parlement allemand contre les crédits de guerre. Parce que, effectivement, au début, on disait en 14 à Noël, on sera à Berlin, la guerre sera terminée, mais on a vu ce qu'il en était advenu. Alors, quand l'armistice a été signé, à partir de 1919 ou 1920, le gouvernement n'a pas imposé, mais a proposé que les municipalités érigent des monuments pour les morts. Il se trouve qu'un certain nombre de municipalités ouvrières bien évidemment, se sont prononcées et ont fait ériger des monuments morts à caractère pacifiste. C'est le cas de Jansiou en particulier, mais c'est aussi le cas, c'est assez symptomatique, du monument à Saint-Martin-d'Estraux dans la Loire, où on peut lire sur les parois de ce monument: bilan de la guerre, plus de 12 millions de morts, autant d'individus qui ne sont pas nés, plus encore de mutilés, blessés, veuves et orphelins, pour d'innombrables et milliards de destructions diverses. Des fortunes scandaleuses édifiées sur les misères humaines, ça aussi il faut le dire, des innocents au poteau d'exécution, des coupables aux honneurs, la vie atroce pour les déshérités, la formidable note à payer. Et sur une autre face du monument aux morts de Saint-Martin-d'Estraux, on peut lire: si tout l'effort produit et tout l'argent dépensé pour la guerre l'avait été pour la paix, pour le progrès social, industriel et économique, le sort de l'humanité serait bien différent. La misère serait en grande partie bannie de l'univers et les charges financières qui pèseront sur les générations futures, au lieu d'être odieuses et accablantes, seraient au contraire des charges bienfaisantes de félicité universelle. Voilà ce qui doit tout nous animer, tous ceux qui se réclament en partie dans le mouvement de la paix, mais pas que, tous ceux qui parlent pas de la paix pour les jours de fête, ou le genre où on fait des cérémonies, mais dans la vie courante et de tous les jours. Bonsoir, Michel pour la RAC. Oui, félicitations pour le spectacle. Et la conclusion m'amène à dire que la prise de conscience à la fin du combattant, c'est de dire, comme disait Jacques Prévert, quelle connerie la guerre. Donc, quelques mots sur la RAC. La RAC est née en 1917 par plusieurs camarades, dont Henri Barbus. Et si vous êtes un peu au courant, il y a en plein charnier, il a écrit un ouvrage, Le Feu. À partir de là, la RAC, le mot d'ordre, c'est toujours guerre à la guerre. C'est le mot d'ordre de la RAC, mais pas n'importe quelle guerre. La guerre impérialiste, la guerre des capitalistes, la guerre contre les peuples. Et je donne rapidement les principes de mon association, qui va rejoindre ce que disait Jean-Jacques. C'est faire, rebondir, faire triompher le droit international. L'ONU, la charte de l'ONU, parce que bon, on peut avoir des critiques sur l'ONU, etc., mais il faut un droit international. C'est vrai qu'il est piétiné actuellement, et il faut que les peuples se révoltent pour mettre le droit au cœur du village, on dirait. La menace, pour moi, la RAC, pour moi, c'est déjà
la politique guerrière, c'est-à-dire consacrer 8 milliards d'augmentation du budget de la guerre, alors qu'on va lever 8 milliards au budget de l'hôpital. Donc voilà la menace. Et la deuxième menace, c'est la menace écologique. Il y a une bombe écologique qui est en train de se préparer. Non, moi, je voulais remercier effectivement également Frédéric Chauffel pour ce très beau spectacle, qui en plus, voilà, bien sûr, je savais le thème, mais fait ressentir vraiment ce qu'ont vécu les soldats de 14-18, et on est obligé de penser à ceux qui vivent ça aujourd'hui, en sachant que les guerres, depuis malheureusement la Première Guerre mondiale, sont devenues aussi des guerres où les premières victimes sont les civils aujourd'hui, hein, dans beaucoup de conflits. Hein, ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui, mais je crois qu'on est obligé d'avoir une pensée pour tous ceux qui subissent la guerre aujourd'hui. On a les noms en tête, hein, je ne vais pas les citer, mais enfin, sur tous les continents quasiment. Voilà, donc ça remet les choses en perspective, et c'est donc un spectacle, je pense, actuel, et c'est en ça qu'il est fort. Et d'ailleurs, on ressent dans ce qui est exprimé ce soir la solidarité, je pense, malgré tout, des soldats, hein, qui ont dû subir ce qu'on leur a demandé de faire, et à qui on a demandé également de tirer sur leurs compagnons. C'est quand même des situations intenables, et on retrouve ça dans la résistance, cette notion de solidarité. Et je pense que c'est ça qui peut animer encore aujourd'hui les générations actuelles, hein, pour qu'effectivement on rejette toute idée de généralisation de la guerre. Donc on nous amène. Et on sait que généralement, quand on est dans une période où on va vers la guerre, c'est d'abord la démocratie qui est atteinte, hein, par nos droits. Hein, et donc c'est un combat effectivement entre la démocratie, hein, et donc cet esprit de guerre qui est présent actuellement. Donc nous, on continue à s'inscrire, hein, dans ce combat-là. Bonjour, Nelly de l'Union locale CGT de Nantes. Tout d'abord, merci. Merci pour le spectacle, l'histoire. Voilà, je ne connaissais pas ce personnage, et tu as raconté la vie extraordinaire à cause de la guerre de cet homme ordinaire. Je trouve que ça fait du bien. Je suppose que votre interprétation s'appuie sur un texte précis. Ah voilà, et c'est ça que je voulais avoir comme complément, parce que moi je ne connaissais pas Vincent Mouliat, et bon, j'ai trouvé votre interprétation extraordinaire, vraiment merci beaucoup. Je partage complètement l'avis de Nelly. Je parle au nom du comité du souvenir et de la résistance 44. Hein. Là, je l'ai construit parce que je n'ai pas inventé l'histoire de Vincent Mouliat. Hein. J'ai romancé un peu certains passages, mais pas trop. Je suis d'abord parti d'une émission de Alain Decaux au début des années 70. Oui, c'est ça. Un texte que lui-même avait fait suite à des interviews qu'il avait fait auprès de Vincent Mouliat. Donc j'ai entendu les interviews de Vincent Mouliat. J'ai utilisé aussi le livre d'un historien qui s'appelle Pierre Durand. Donc le livre, c'est Les pelotons du maréchal Pétain. J'ai aussi utilisé les carnets du chanoine Verdier, l'abbé Verdier dont je parlais là, plusieurs fois, a écrit toute l'histoire, mais une bonne partie quand même de l'histoire de Vincent Mouliat sur les cahiers d'écoliers. C'était vraiment intéressant à lire, c'était peut-être très naïf, mais ça permettait d'y voir clair dans l'individu, dans sa psychologie. Ça m'a permis, moi, de construire mon histoire de façon la plus, spectaculaire. Maintenant, je l'ai faite en deux parties, cette histoire. Il y a une partie qui parle de la guerre de 14 et une autre qui ressemble plus à un thriller. Mais oui, bien sûr, c'est du spectacle, donc il ne faut pas non plus... Moi, j'écris pas un livre. C'est pas non plus une thèse d'historien que je fais. Donc, il faut aussi... je suis pas racoleur, mais j'essaie quand même d'accrocher le public avec des éléments parfois drôles, pour beaucoup, un petit peu quand même. Bon, mais... Et puis, par rapport à des questions pratiques, je m'étais posé par rapport à son évasion, des choses que je trouvais pas très claires. Alors, bon, mais il y a aussi des historiens qui ne sont pas d'accord les uns les autres par rapport à tout ça. Mais tout à l'heure, vous parliez de monsieur et madame Dupuy, qui était du village de Nassiette, d'où est originaire monsieur Mouliat. Mais je crois que monsieur et madame Dupuy sont à la fondation de l'association des amis de Vincent Mouliat, tout de même. Il n'y a pas d'association. Oh, je l'apprends maintenant. Ah, j'ai toujours cru qu'il y avait une association. Oui, il n'empêche que vous avez lutté pour qu'il y ait une stèle près de la mairie, qu'il y ait une école Vincent Mouliat à Nassiette. Sans cadre associatif, vous avez fait ça. Ah oui, j'en apprends tous les jours. Deux mots ou un tout petit peu plus pour
Tout d'abord, pour vous dire que c'était la 18e représentation de cette pièce, c'est la dernière. Voilà. Ça fait 2 ans que ça tourne, hein, et puis voilà, quand faut savoir s'arrêter des fois. Oui, pour resituer un petit peu l'histoire de Vincent Mouliat, on a vu quand même que un moment important, c'est le moment où ils vont être en situation de révolte, de mutinerie, ce qui correspond aux mutineries de l'armée française. Et peut-être que vous ignorez qu'au même moment, sur le front en Champagne, des brigades russes, de soldats russes étaient là, combattant avec les Français, et ces brigades se sont également révoltées. Le moment le plus concluant de cette révolte fut le 1er mai 1917, en Champagne. Ils avaient perdu 5000 déleurs dans l'offensive Nivelle, et ils ne voulaient plus combattre, ils voulaient rentrer en Russie où la révolution venait de commencer. Ils ont créé des comités parce que la révolution russe venait de décréter, venait de faire un prikaz, un décret, donnant aux soldats sur le front aussi bien à l'est qu'à l'ouest, donc les concernant, des droits de citoyens. Ils avaient le droit d'élire des comités, des soviets. C'est ce qu'ils ont fait sur le front. Et c'est pour ces raisons que leur état-major et le gouvernement français les ont déplacés, les ont enlevés du front pour qu'ils ne deviennent pas un abcès de fixation pour les autres régiments qui étaient déjà en mutinerie. Et on les a amenés en Limousin, au camp de la Courtine, où on les a enfermés. Et 16 000 soldats sont donc arrivés en Creuse, au camp de la Courtine, où ils se sont organisés par eux-mêmes. Ils ont chassé leurs officiers. Ils ont toujours continué à exiger de rentrer en Russie, ce qui n'a pas été accepté. Il y a eu des pourparlers. Et de pourparlers en pourparlers, il y a eu des ultimatums qui ont été donnés. Ils devaient rendre les 2000 chevaux qu'ils avaient, ils devaient rendre leurs armes, ce qu'ils ont refusé. Je passe très rapidement sur cette histoire, mais au bout de 3 mois, le dernier ultimatum, c'était le suivant. Vous rendez vos armes le 16 septembre, vous vous rendez vous-même, vous reprenez les combats. Ils ont refusé, et alors le camp qui était cerné depuis des semaines et des semaines par des loyalistes russes, des soldats qui avaient refusé de se mutiner, et qui étaient épaulés par 3000 soldats français, ils ont canonné le camp pendant 3 jours avec des obus de 75, et 800 obus sont tombés sur lui. Bon, je ne développerai pas plus sur l'issue de cette mutinerie, ce que sont devenus les survivants et tout ça, c'est une histoire qui est fabuleuse. Mais tout ça pour expliquer que c'est d'une part la plus grande mutinerie dans l'histoire contemporaine qu'il y ait pu avoir, cette histoire des mutins russes. C'est aussi plein d'enseignements pour nous aujourd'hui que des soldats, à mon avis, quand ils sont en situation de combattre, à un moment donné disent on ne veut plus combattre, on ne veut plus tuer, on ne veut plus se faire tuer, et exigent de rentrer chez eux. Et c'est cette histoire que l'association que Fred et moi représentons, et que d'autres ici dans la salle représentent, puisqu'ils en sont membres, la Courtine 1917, nous voulons porter donc par l'éducation populaire, par les publications, par le spectacle, le théâtre, les chansons, cette histoire qui est d'une brûlante actualité aujourd'hui. On a fait un colloque à Vitry-sur-Seine il y a 2 mois de cela, le 4 octobre, qui avait pour titre « Mutins, déserteurs, objecteurs de conscience », avec 8 historiens qui sont venus débattre sur comment les armées et les populations se sont opposées aux guerres depuis 1914. Il y avait là un historien portugais qui a expliqué que, ce que j'ignorais quand même, que pendant la dictature portugaise et avant la révolution des œillets de 1974, ce sont 200 000 Portugais qui ont quitté le pays pour ne pas être dans l'armée coloniale. Il y a eu des historiens qui sont intervenus sur la guerre d'Algérie pour expliquer comment il y avait eu un mouvement de refus de la guerre, ce qu'on oublie trop souvent de dire, et plein d'autres exemples qui ont été donnés comme ça. Et puis il y a eu des lectures de témoignages de soldats russes qui ont déserté l'armée russe, de soldats ukrainiens qui ont déserté l'armée ukrainienne, et de réfusniks israéliens qui ont refusé d'être incorporés dans l'armée israélienne pour ne pas être, mais ne pas faire partie des génocidaires à Gaza. C'était un moment important, et c'est pour ça qu'on pense que c'est d'une brûlante actualité ces questions qui ont été soulevées dans ce colloque il y a quelques semaines maintenant.
Et nous tenons donc à faire vivre cette histoire de ceux qui refusent à un moment donné, ceux qui disent non. J'ai entendu parler d'insoumission tout à l'heure, et c'est un terme qui me va très bien, moi, personnellement. Et je terminerai maintenant en vous recommandant peut-être quelques petites choses que nous avons emmenées, bon, parce qu'on a publié beaucoup. Ça, c'est la publication scientifique semestrielle que l'on publie, les cahiers de la Courtine, tous les 6 mois, avec plein d'articles sur 14-18, sur les soldats russes et sur bien d'autres choses encore, sur les mutineries aussi. Et on a des bouquins de mutins russes qui étaient à la Courtine en 1917, donc qui ont subi la répression, qui y ont échappé sans rentrer dans leur pays, et qui dans les années 30 ont écrit leur vie, et donc leur récit de vie. C'est passionnant parce qu'ils expliquent comment ça s'est passé justement dans ces jours de septembre. Ça s'est terminé au corps à corps. Il y a eu des morts et des morts et des morts. Et puis ça, c'est un deuxième mutin russe qui était à la Courtine, vendu contre des obus, qui raconte également sa vie. Et je terminerai par un livre qui est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle L'orphelin de Jansiou rêve de paix. J'ai entendu, je crois que c'est Jacques Neveu qui parlait tout à l'heure de Jansiou. Jansiou, c'est une toute petite commune dans la Creuse, qui est à un quart d'heure de la Courtine. Et en 1923, le maire qui avait réchappé à la tuerie, à la barbarie pendant la guerre de 14, qui avait été gazé, avec son conseil municipal, ils ont décidé d'ériger un monument, mais pas comme on faisait partout, dans quasiment toutes les communes, à la gloire des soldats, avec des soldats et tout. Ils ont fait un monument qui est un petit enfant, qui est en sabot et en sarrau d'écolier, et qui brandit le poing, et il brandit le poing vers une colonne où il y a marqué « Maudite soit la guerre ». Et cette histoire de ce monument, donc qui a eu 100 ans en 2023, est une histoire passionnante. Il a toujours été refusé de officiellement reconnaître ce monument aux morts. Mais en 2023, il y a eu une année de manifestations culturelles, historiennes, mémorielles, pour célébrer donc les 100 ans de ce monument. Et à l'issue de cette année de manifestation, il y a eu donc ce livre qui est sorti sur l'histoire de ce monument, mais aussi avec des très belles choses dedans. Il y a eu un concours national d'écriture de lettres à l'orphelin, l'orphelin c'est lui, et il y a eu 140 lettres qui ont été écrites, très très belles pour la plupart. Il y a eu un jury national qui en a primé 6, elles sont dedans, avec d'autres également. Et si vous avez envie d'en savoir plus, je vous recommande, avant de partir, de venir prendre ce bouquin. Nous en avons quelques-uns, ainsi que d'autres documents. Voilà, je vous remercie pour votre accueil, pour votre mobilisation ce soir. Merci. Ce que vous avez dit, c'est très important parce qu'on vit tout le temps la guerre. Parce que souvent on entend qu'heureusement, l'Europe est sauvée depuis 1945. Mais la guerre est ailleurs. La guerre avec l'intensité. Et je pense qu'il ne faut pas attendre pour construire des murs, pour des mémorials et tout ça. Là, il s'agit de générations après. Ceux qui ont fait les résistants et tout ça, qu'on les appelait terroristes, si vous vous rappelez, qui sont devenus des résistants, pour honorer ces résistants. La guerre est ailleurs. Je pense qu'il y a un problème, universalité. Est-ce qu'on a compris vraiment ce que ça veut dire, universalité? Ça veut dire la globalité de la Terre et tout ça. Parce que cette Terre qui est notre mère nourricière, quand même, regardons ce qu'on fait avec cette Terre. Et puis, d'autre part, nous, on rêvait, pas nous, les parents, rêvaient de la République française, laïque. Et je suis venu ici, très rapidement, tout ce qu'on nous racontait et tout ça, je suis tombé du haut. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, j'avais rendez-vous, Place Royale. Nous, on connaissait la République. Place Royale. Donc, il ne fallait surtout pas dire un mot à mon père contre la République française. Et j'avais rendez-vous Place Royale avec des copains. Et puis, après, on avait rendez-vous, on est parti vers Place Louis XVI. J'ai écrit ça à mon père. Pendant 6 mois, il n'a pas adressé la parole. Donc, pour faire court, j'ai une bonne nouvelle ce soir. Ouais. Je sors d'une conférence à l'UP de Nantes, où aujourd'hui, il y a eu l'intervention d'un
d'un enseignant très diplômé de Paris qui vient d'écrire un livre, et le titre, le monsieur s'appelle Anselme, pour ceux qui ne connaissent pas, et le titre c'est la Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu. Et je lui ai dit, mais il y a quelqu'un qui a dit, mais j'ai pas trop bien le nom, mais lui il l'avait, qu'il valait toujours mieux commercer que de faire la guerre. Alors là, il a repris, et il a dit, oui, c'était Montesquieu, mais en fait, il disait, le commerce peut être dégradé, et que ça ne remettait pas en question le fait de se préparer à la guerre. Mais il n'a pas corrélé le fait que quand on fabrique des munitions, comme dirait un certain porte-parole d'un parti politique bien connu, c'est qu'on peut être tenté de s'en servir un jour, quoi. Ben oui, c'est vrai. C'est moche, la guerre.